Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laura Bokobza. Bonjour Laura, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Bonjour Patrice, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation, ça va très bien. Eh bien, écoute, on va passer un petit peu de temps ensemble, mais avant, je vais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, rapidement, sur ton profil LinkedIn, souvent, c'est comme ça que je m'inspire, en fait, des présentations. C'est assez simple. Alors, il est écrit, en fait, j'aide les dirigeants à prendre les bonnes décisions business et les accompagne à les mettre en œuvre. Et tu es administratrice indépendante. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Tu as oublié le plus important, tu as oublié sparring partner. Je suis sparring partner de dirigeants. Après, le sous-titre, c'est je les accompagne, je les aide à prendre les bonnes décisions et je les accompagne à les mettre en œuvre. Mais on va dire que mon why, mon pourquoi, ce qui me fait me lever le matin, c'est effectivement d'être le partenaire d'entraînement des dirigeants pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes possible. Et donc, tu as appelé ça comme les boxeurs, en fait, Comme les sparring boxeurs, partner, c'est à ça ? la base, comme les tennisman, plus exactement, même si D'accord. tu as raison, les boxeurs l'utilisent aussi, c'est un terme sportif, effectivement, pour moi qui fais no sport, c'est très bien. C'est parce que je suis mariée à un prof de tennis, ancien athlète de haut niveau, et j'ai découvert ce métier, en fait, du partenaire d'entraînement grâce à lui, et j'aime bien la posture d'être sur le terrain avec, de pas forcément avoir été champion pour entraîner un champion, mais d'avoir les bons réflexes et le bon œil, en fait, et les bonnes questions et de pouvoir les pousser dans leur dernier retranchement. Eh ben, écoute, c'est plus clair. Alors, on va maintenant passer à les questions effectivement plus sur la partie réseau social et puis leader advocacy. Alors, je te connais depuis très longtemps. T'étais effectivement sur des podcasts, sur des éléments très audio avec PPC notamment. Alors, tu es une observatrice depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux et j'aurais voulu justement connaître pour toi la vision en fait de cette évolution de ces dernières années, parce qu'effectivement les choses évoluent très rapidement et j'aime bien demander effectivement aux gens que je reçois cette vision de l'évolution de ces réseaux sociaux. Alors, il faudrait qu'on ait un peu plus de temps, mais parce que ça évolue, comme tu dis, énormément, ça évolue très vite. Et ça évolue sur plein de types de plateformes différentes. Donc, moi, ce que j'observe surtout, on pourrait parler pendant des heures de TikTok, du changement de LinkedIn, et je suis sûre qu'on reviendra à LinkedIn plus tard. Mais moi, ce dont j'aimerais bien parler, c'est du dark social et de tout ce qui se passe maintenant dans des groupes privés. À une époque, il y a 10 ans, il y avait les groupes Facebook un petit peu, mais là, on se rend compte avec les groupes WhatsApp en particulier, les communautés qui se font sur WhatsApp ou sur Telegram, qu'il y a tout un autre pan en fait du social dans lequel il faut montrer patte blanche avant de rentrer, mais dans lequel il y a des vrais échanges et des vraies interactions. Et pour moi, le terme social, il prend tout son sens quand on est dans la conversation. D'accord. Donc pour toi, en fait, il y a aujourd'hui, est-ce que c'est un lien de cause à effet entre la baisse éventuellement des interactions qu'on a, on va dire, en public et cette évolution du dark social? Alors souvent, on appelait ça comme un peu comme les icebergs, on disait à un moment donné quand on faisait des présentations sur cette différence de volume. Pour toi, c'est presque un lien de cause à effet entre les deux? Alors pour moi, la baisse de reach, alors moi je peux parler que de LinkedIn parce que c'est vraiment mon réseau de prédilection. Alors Ouais. on peut parler un petit peu de X aussi, hein, aka Twitter, mais je suis pas du tout Instagrammeuse, TikTokeuse, c'est YouTubeuse, c'est pas du tout mes réseaux de prédilection. Moi, je suis une femme de l'écrit plus que de l'image, donc j'ai pas les codes en fait, j'ai pas les codes, je suis sans doute pas de la bonne génération non plus, mais je les regarde un petit peu pour comprendre ce qui se passe parce que j'ai besoin de ça pour accompagner les dirigeants. En revanche, moi, je prends pas du tout la parole dessus parce que ça m'intéresse pas de prendre la parole en image. Donc, pour revenir à ton image d'iceberg, elle est excellente parce qu'on dit qu'il y a 84% en fait des interactions qui se font maintenant sur le dark social et en particulier des recommandations de marque se font à 84% sur le dark social. Donc, c'est quand même un point extrêmement important et qui est aujourd'hui particulièrement négligé par beaucoup de marques et beaucoup de dirigeants qui ne comprennent pas l'intérêt d'être dans ces réseaux. Donc ça, pour moi, c'est le point sur lequel j'insiste le plus, en fait, quand D'accord. j'accompagne un dirigeant, c'est qu'il trouve les réseaux correspondants soit à ses pairs, soit à ses clients de dark social dans lesquels il peut intervenir.
D'accord, ok. Et alors, comment toi tu fais justement alors sur ce sujet-là, comment tu arrives à identifier, ce sera je pense la question de nos auditeurs en t'écoutant, comment on arrive à identifier ces réseaux-là, parce que justement ils sont cachés. Donc comment toi tu arrives, si tu peux nous dévoiler un petit peu de secrets sur ce sujet-là? Mais en fait, il y a toujours un point d'entrée public à ces réseaux cachés. Et c'est là qu'il faut être vigilant et attentif quand par exemple, on écoute un podcast. Eh bien, très souvent, il va y avoir des groupes associés ou un groupe piloté par les hosts du podcast, par exemple, qui va potentiellement, on va pouvoir te donner accès. Alors, parfois, c'est complètement ouvert. Il suffit de cliquer sur un lien et tu arrives directement sur le groupe. Parfois, il faut remplir un questionnaire pour expliquer pourquoi tu veux rentrer sur le groupe, etc. Mais il y a toujours un point d'entrée public. Et même si le point d'entrée public, c'est quelqu'un d'autre qui t'en parle. Donc en fait, évidemment que ces groupes-là, moi j'en connais pas, ou alors c'est certainement pour ça que je les connais pas, mais je n'en connais pas où j'ai été invitée sans jamais avoir vu de lien public par ailleurs à un endroit D'accord. ou à un autre. En revanche, ces invitations publiques ou ces notifications de façon publique se font potentiellement pas sur des réseaux de façon très large. Ça va pas être un post LinkedIn qui t'invite à rejoindre le groupe privé, mais ça va être des choses plus confidentielles. Ça peut être des pieds de newsletter, ça peut être, comme je disais, des mentions dans un podcast. Donc en fait, c'est vraiment, ça peut être même des groupes privés de gens qui ont suivi la même formation. Aussi, ça arrive, hein, qu'il y ait des groupes une fois que tu as suivi un bootcamp, une cohorte, une formation en ligne, etc. Donc, tu vas avoir toujours ce point d'entrée qui va permettre. Et donc, ce qu'il faut, c'est que quand on regarde, quand on est dirigeant et qu'on veut faire du leader advocacy, hein, donc moi j'aime bien le vieux terme qui va avec notre génération de leader d'opinion, hein, parce que c'est ça, c'est pas parler de soi, c'est parler des sujets qui importent pour soi de façon à ramener la lumière sur ton entreprise sans parler de ton entreprise, et c'est le sans parler de ton entreprise la clé. Je leur dis toujours, faites attention aux médias, même les médias de niche, qui parlent des sujets dont vous parlez ou qui parlent de votre secteur, de façon à pouvoir surfer sur cette vague-là et entrer de façon tangentielle en contact avec des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets que vous. Ok, eh ben écoute, c'est des choses souvent qui sont méconnues et je pense qu'ils mériteraient de s'intéresser encore plus, comme tu le disais tout à l'heure, vu la volumétrie des échanges et la baisse du reach. Et c'est peut-être des choses à étudier pour nos auditeurs d'une manière un peu plus conséquente. On va revenir sur le réseau social, on va dire plus classique. Est-ce que donc toi, tu as commencé à citer un certain nombre de réseaux. Est-ce que tu as un réseau social aujourd'hui, ce que tu préfères utiliser au quotidien? Alors, jusqu'à il y a 3-4 ans, c'était Twitter. Et depuis 3-4 ans, c'est LinkedIn. Depuis le confinement, je pense que c'est LinkedIn. Donc ouais, ça fait 4 ans. Et LinkedIn, moi, j'y suis depuis, écoute, dans pas longtemps, je vais fêter mes 20 ans sur LinkedIn. Je pense D'accord. que je suis une des plus anciennes françaises sur le réseau, puisque le réseau a à peine 21, il n'a pas encore 21 ans. Mais je l'ai pas utilisé vraiment de façon professionnelle pendant longtemps. Twitter, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'était le mélange pro-perso. Twitter, t'étais une seule personne et je pouvais aussi bien faire du live tweet d'une émission télé en direct à la fin des années 2000 que partager des articles de ma veille professionnelle, etc. Donc c'est une espèce de grand melting pot dans lequel je me retrouvais beaucoup jusqu'à il y a 3-4 ans où j'ai trouvé que les attaques étaient les polémiques, la polarisation sur le réseau a commencé à être assez forte et bien avant Elon Musk, hein, même s'il a fait encore pire. Donc je m'en détache, je continue de publier, mais j'y passe beaucoup moins de temps. Donc moi, c'est vraiment LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn. Ok. Alors on va parler justement organisation parce que souvent aussi ce qu'on nous oppose quand on rencontre des dirigeants ou des personnes qui veulent vraiment prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est le temps à y consacrer. Comment toi tu gères cette organisation avec le peu de temps que tu disposes pour diffuser? On avait par exemple récemment Frédéric Fougera qui nous indiquait que lui il avait un rendez-vous le mardi qui était important. Voilà. Est-ce que toi tu as comme ça des routines? Comment tu t'organises?
Alors sur les réseaux sociaux, il faut prendre en compte 2 temps. Il faut prendre en compte le temps de rédaction et publication, il faut prendre en compte le temps de lecture. Parce que moi, je pense pas qu'on puisse être performant sur un réseau social si on n'y passe pas du temps sans publier pour lire, s'acculturer et puis interagir avec les autres. Donc moi, j'ai 2 temps dans ma journée qui sont effectivement consacrés à la publication et aux interactions. Moi, j'ai créé des rubriques j'ai créé un rubricage hebdomadaire en fait. Donc je publie 6 jours sur 7 sur LinkedIn et j'ai 3 D'accord. jours sur lesquels c'est toujours récurrent la thématique. J'ai choisi de faire des thématiques récurrentes pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça évite de passer trop de temps à réfléchir de quoi je vais parler, hein, et ça fait partie des choses qui aident effectivement à gagner en efficacité, hein, c'est d'avoir des thématiques. Et d'ailleurs, quand je travaille avec des dirigeants, on parle toujours de calendrier éditorial au sens thématique et rubricage du terme. Moi, je suis pas copywriteuse et je suis pas ghostwriter, donc je vais pas leur faire leur poste. En revanche, je vais organiser avec eux par rapport aux thématiques qu'ils ont envie de porter ou qu'ils doivent porter par rapport à leur secteur ou leur problématique, hein, que ce soit une problématique de marque employeur, commerciale, réputationnelle, etc. Je vais travailler avec eux un rubricage. Et en particulier, hein, je l'ai déjà dit, mais je crois que je vais beaucoup le redire, pour qu'ils ne parlent pas de leur entreprise. Le vrai sujet aujourd'hui, je trouve, avec les dirigeants, c'est ceux qui sont trop dans l'autopromo et qui forcément n'intéressent personne, parce que personne n'a envie de parler à un homme sandwich ou à une femme sandwich. On a envie de parler des vrais sujets, on a envie de savoir ce que ressent vraiment et ce que pense vraiment le dirigeant. Donc ma première façon de m'organiser, c'est ces rubriques qui permettent de clarifier un petit peu, même pour mes lecteurs, hein. Moi, je sais que j'ai des gens qui viennent commenter sur mes posts que les jeudis, parce que le jeudi, je parle de biais cognitifs, et j'ai des habitués du jeudi sur mon profil LinkedIn qui, même si je n'apparais pas dans le fil d'actualité, si c'est jeudi, ils vont chercher le post que j'ai fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement de toujours garder du temps pour les interactions, parce que la publication... on n'est plus à l'époque de la télé et du média descendant en fait. Un réseau social, il y a bien social dedans, et si on n'est pas là pour répondre aux commentaires, si on n'est pas là pour aller interagir sur les posts des autres, on peut pas recevoir si on n'a pas donné avant. C'est toujours ce que on insiste, hein, comme tu le disais, presque même pour des gens des fois qui débutent, de passer beaucoup de temps sur l'interaction, le commentaire sur des posts de leaders d'opinion, par exemple, pour justement se développer la compréhension des codes. Et après, effectivement, comme toi, donc qui est maintenant très habitué à poster, alors de manière importante pour toi, 6 jours par semaine, mais c'est des choses qui sont intéressantes. L'interaction, l'oubli, et pour moi, je trouve, c'est souvent ce qui fait la différence entre justement une personne qui a compris la leader advocacy, une personne qui est pas du tout dans de ce côté-là, et qui est plutôt sur des éléments très descendants, et qui finalement va poster, et puis après va plus s'occuper des interactions, alors que finalement, quand quelqu'un aujourd'hui commente, il y a tellement peu de personnes qu'il faut quand même lui accorder de l'importance et de l'interaction avec ces personnes. Et puis il faut même Alors aller on voir va... les posts. Il Oui, faut oui, même bien aller voir sûr, les voilà, posts de tu as raison. personnes qui Ouais, commentent pour aller ouais, interagir aussi. Ça, c'est quand je parle ouais, d'interaction, c'est pas que répondre aux commentaires. Ça, c'est évidemment la base de base de bien base, sûr. mais c'est aussi alors généralement, hein, l'algo fait que si quelqu'un a commenté ton post, tu vas voir son dernier post aussi dans ton fil apparaître, hein. Il y a des boucles comme ça qui sont faites par l'algorithme. Donc t'as même pas besoin forcément d'aller les chercher, mais si tu vois passer dans ton fil le nom de quelqu'un qui a commenté, ben, commente aussi. Ou au moins, enfin moi je suis pas très like, je suis comme Bruno Friedlanski que tu as reçu dans ton podcast, je mets jamais de like, mais donc je préfère trouver quelque chose à dire en commentaire, mais voilà, pour juste montrer que t'es passé sur le post, quoi. Alors, on parle beaucoup là des dirigeants. Le marketing advocacy, c'est aussi les collaborateurs. Est-ce que pour toi, justement, ces deux cibles, en fait, elles sont indissociables, la leader et la partie collaborateur, donc l'employé, ce qu'on appelle l'employé advocacy en bon français, pour justement avoir une stratégie très précise de prise de parole en ligne? Pour moi, c'est très dépendant en fait de plusieurs choses. D'abord de la culture d'entreprise, parce que l'employee advocacy, si c'est pour dire aux salariés publier, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que d'abord leur réseau, leur profil, pardon, il est personnel, hein, donc tu peux pas les obliger à. Et que si t'as pas une culture qui va vraiment aller dans ce sens-là, tu peux faire diluer le message en fait
que tu veux passer. Donc il y a déjà ce sujet de culture d'entreprise, et c'est pour ça que voilà, certaines agences en particulier sont très fortes là-dedans, avec des stratégies qu'on appelle la stratégie Avengers, hein, où l'ensemble des collaborateurs en fait portent le même message, publient sur les mêmes sujets la même semaine pour faire un effet vraiment de groupe, et faire émerger une thématique. On l'a vu récemment avec des agences connues, ou même avec le dernier classement Favicon, où il y a pas que le patron qui publie sur le sujet. Mais donc il y a déjà ce premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que tout le monde a envie de publier? Et est-ce que tout le monde est prêt à publier? Il faut quand même garder beaucoup le respect de la grande majorité silencieuse qu'on a sur LinkedIn, hein. Il ne faut pas oublier que sur LinkedIn, il y a beaucoup de monde, c'est vrai, il y a beaucoup de profils, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui publient. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment s'exposer de façon à publier. Donc, sauf à avoir une grosse équipe de com qui peut écrire des posts différents pour les salariés pour lesquels tu voudrais qu'ils prennent la parole et leur pré-mâcher le travail, c'est compliqué. Là où ça peut être plus intéressant et plus simple à mettre en œuvre, c'est d'avoir une stratégie où tu proposes des commentaires à tes salariés. Où là déjà, c'est une forme de prise de parole, le commentaire, hein. Il ne faut pas oublier que le commentaire aide aussi à mettre en visibilité le poste du leader. Un commentaire de salarié va mettre en visibilité le poste du leader sur le réseau du salarié, par exemple. Ce qui est dans une stratégie de marque employeur pour se faire connaître et avoir plus de candidatures sur ton recrutement peut être une bonne stratégie, ou même évidemment en termes commercial ou réputationnel. Donc, préparer 10-12 commentaires d'inspiration pour que tes salariés ensuite les reprennent, ça peut être quelque chose déjà de leur mettre le pied à l'étrier, de prendre l'habitude d'aller sur LinkedIn, de prendre l'habitude de commenter, et petit à petit planter des graines qui vont faire que certains vont venir toquer à la porte et dire, en tout cas moi je l'ai déjà vu dans des boîtes dont j'accompagne les dirigeants, toquer à la porte et dire ok, voilà, maintenant j'ai compris, je vois ce que ça apporte, comment je fais pour démarrer. Alors, on va revenir, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure de Twitter, de cette organisation, mais c'est aussi cette différenciation entre la vie perso et pro sur les réseaux sociaux. Alors, chacun a un peu son avis, et je voulais avoir justement, toi, ta vision. Est-ce qu'il faut absolument faire cette différence? Est-ce que c'est important de mélanger? Comment toi, tu vois cette organisation sur les réseaux sociaux de la vie perso et la vie professionnelle? Pour moi, on est une seule personne, donc il n'y a pas de différence. Alors, moi, après, je suis quelqu'un de particulièrement privé, c'est-à-dire que je ne vais pas partager, moi déjà, moi j'ai un petit homme, comme je l'appelle sur les réseaux, pour ne pas donner son prénom. J'ai un petit homme qui est né il y a déjà un peu plus de 10 ans, et j'ai jamais mis sa photo, alors qu'il y a plus de 10 ans, tout le monde mettait les photos de ses enfants sur Facebook. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours eu moi, je suis une Apple girl, moi, donc j'ai toujours eu cet attachement à la privauté extrêmement fort, et je suis tombée dans Internet très vite, et donc j'ai très vite compris que Internet c'était une mémoire de dingue, et qu'il fallait pas mettre tout et n'importe quoi, parce que hein, voilà, dans 25 ans ça pouvait ressortir. Donc moi je fais pas de distinction en termes de personnalité, je suis la même personne sur tous les réseaux pro perso, etc. En revanche, je ne partage pas d'informations personnelles extrêmement privées. Je vais pas partager, voilà, moi je suis mariée, mais je l'appelle Cher et Tendre sur les réseaux, et je suis maman et je l'appelle Petit Dom. Mais ça, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, c'est pas une question de réseau social, c'est vraiment une question personnelle. D'accord. Alors, il y a aussi une thématique. Alors, j'ai beaucoup de femmes au départ, j'avais beaucoup d'hommes, et puis en fait, je me suis aperçu naturellement, je voulais rééquilibrer, mais j'ai eu beaucoup plus de femmes dans le cadre de ce podcast. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi, pour toi, qui as vu cette évolution, est-ce qu'aujourd'hui, c'est simple de prendre la parole quand on est une femme? Est-ce qu'il y a une différence pour toi de traitement dans la prise de parole quand on est une femme et un homme sur les réseaux sociaux? Alors, bien sûr. Mais parce qu'il y a une différence de prise de parole dans la vie, en fait. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un amplificateur, c'est une loupe de plein de choses. C'est comme si tu avais un rayon de soleil et tu mets une loupe, alors forcément, ça va être encore plus difficile
sur les réseaux sociaux. Et moi qui ai pourtant une vie, je suis ingénieure, j'ai fait des métiers d'hommes, des métiers d'hommes, je mets beaucoup de guillemets, vous ne voyez pas, mais je mets beaucoup de guillemets sur le terme métier d'homme, évidemment, ne commencez pas à troller. Et en fait, j'ai dans ma vie réelle, ça m'a jamais posé de problème d'être une femme. Vraiment, jamais. J'ai travaillé pour des très grands groupes, pour des startups. J'ai jamais eu de sujet par rapport à ça. Et j'ai commencé à avoir des sujets sur ma féminité, que je ne peux pas nier, à partir du moment où j'ai posté sur les réseaux sociaux. Et il y a effectivement, j'ai eu mon premier troll sur un... Moi je fais beaucoup d'illustrations avec Midjourney. Midjourney m'a libéré mon imagination, moi qui ne sais pas dessiner pour dessous. Donc voilà, j'ai fait un post où je racontais, on était 5 à dîner, 5 femmes, et je parlais d'organisation et d'inbox zéro, et voilà, de sujets de productivité dont je parle régulièrement sur LinkedIn. Et j'ai eu un troll qui disait que c'était pas possible que les femmes dont je parlais étaient chefs d'entreprise parce que la photo d'illustration que je choisissais, elles étaient trop belles. Et que les belles femmes ne sont pas chefs d'entreprise, et que les femmes chefs d'entreprise n'ont pas le temps d'être belles. Et j'ai trouvé ça d'un sexisme absolu. Ce lien, on fera jamais le lien entre le physique d'un homme et son métier. Jamais. Enfin, ça viendra pas. Enfin, quand je parle physique, de la beauté physique, qui est en plus éminemment subjective, mais c'est voilà, ça n'arrive même pas dans la vraie vie, en fait. Si je parlais à quelqu'un des 5 copines chefs d'entreprise, personne ne me dirait elles sont pas chefs d'entreprise, quoi. Donc oui, c'est plus dur. Moi, j'ai la chance de... Je pense que c'est dû aussi... Alors, c'est dû à deux choses. C'est dû à mon réseau, puisque moi, j'accepte pas du tout n'importe qui sur LinkedIn. C'est pour ça que j'ai pas encore 10 000 personnes. Mais j'ai la chance de pas être trop trollée, mais je fais aussi très attention à ce que je dis. Et je me contrôle beaucoup. Oui, puis je pense que sur LinkedIn, comme tu disais que tu es quand même beaucoup présent sur LinkedIn, il y a quand même aujourd'hui encore, du fait du profil très personnel, enfin professionnel on va dire, de LinkedIn, il y a peu d'anonymat on va dire, donc il y a quand même moins ce côté troll qu'on peut trouver, comme tu disais, aujourd'hui sur X. Je pense que effectivement c'est un réseau qui est un peu plus aujourd'hui tranquille sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet qu'on aborde dans ce podcast à chaque fois pour avoir un peu la vision de chacune des personnes que je reçois. C'est justement pour les gens qui sont là depuis très longtemps, tu le disais sur LinkedIn, en fait, cette Facebookisation de LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des choses très, très personnelles, des posts très personnels sur LinkedIn, ce qui n'était pas le cas avant, qui était donc très professionnel. Toi, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette évolution de LinkedIn, ou peut-être d'une partie des membres de LinkedIn sur un sujet de Facebookisation? Alors moi je pense que la Facebookisation, elle vient de deux choses, et elle reflète deux choses. Elle vient évidemment du fait c'est à peu près le seul réseau où on peut maintenant vraiment prendre la parole en ayant un semblant de vue et de visibilité. Donc ça a attiré des gens qui publiaient sur d'autres réseaux. Hein. On a vu plein d'Instagrammeuses ou plein de YouTubeuses ou YouTubeurs débarquer là sur LinkedIn, plein de sportifs de haut niveau, etc. Enfin, il y a plein de gens qui sont venus chercher ce calme apparent sur LinkedIn, parce que sur les autres réseaux, comme tu l'as dit, il y avait trop de trolls, et il y a très peu d'anonymat sur LinkedIn. Donc forcément, c'est des gens qui qui font métier de leur personne, donc forcément qui vont beaucoup plus parler d'eux. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'algorithme a favorisé des réactions de clics qui peuvent être des clics un peu mécaniques. Enfin, moi, je parle beaucoup des biais cognitifs sur LinkedIn, comme je te le disais, et je trouve que on a les mêmes réflexes sur LinkedIn qu'on a sur Facebook, le pouce, donc il y a cette espèce d'addiction et de fil d'actualité. Et à un moment donné, alors là, LinkedIn a dit récemment qu'ils étaient en train de réévaluer l'algorithme et de retuner l'algorithme pour que ça arrive moins, mais on a eu des posts qui explosaient avec le Flying CEO, avec des choses comme ça, où en fait c'était vraiment les trucs qui font pleurer dans les chaumières et qui étaient à la limite du ridicule. Mais ça faisait réagir, les gens passaient du temps à lire, les gens passaient du temps à cliquer ou à commenter, donc LinkedIn pensait que c'était du bon contenu, donc LinkedIn le mettait en avant. Et cette espèce de cercle vicieux, en fait, de la visibilité et de l'engagement, a fait qu'on a eu une période
absolument détestables, où effectivement c'était des posts personnels larmoyants, en veux-tu, en voilà, qui avaient et d'ailleurs des posts qui en fait des copier-coller de ce qu'on avait sur Facebook il y a 5 ans, hein, mais moi j'ai une mémoire d'éléphant, donc et je suis pas la seule sur LinkedIn. Heureusement qu'on a des gens comme C'est vrai ça, ou que je vous recommande de suivre d'ailleurs, qui vont ensuite aller débunker des histoires à dormir debout de j'ai dit à mon employé de retourner se coucher parce que je suis un bon manager, quoi. Ouais. Alors, on va arriver au terme de cette émission. On a fait le tour des différents points que je souhaitais échanger avec toi. Tu viens d'évoquer un nom. L'idée, c'est que tu nous partages justement un certain nombre de personnes qui, pour toi, sont à suivre. Donc, par exemple sur LinkedIn ou sur les autres réseaux, hein, pour justement découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles leaders d'opinion à suivre pour être intéressé sur différents sujets. Alors, je vais déjà citer les gens que tu as déjà reçus, que je trouve qu'il faut absolument suivre sur les réseaux, qui sont, bon, moi, tout le monde le sait, je suis très proche philosophiquement et amicalement de Bruno Friedlansky, que je trouve qu'il est absolument à suivre aussi bien sur LinkedIn que sur ses différentes newsletters qui parlent de différents sujets. Aurélie Sioux, que tu as reçu aussi assez récemment, qui est une femme que je trouve absolument extraordinaire et qui publie peu mais bien, et c'est très agréable à lire. Moi j'adore Chanty Barrel, la fondatrice de Chanty Biscuit, qui l'a vendu récemment. Elle a construit, elle, pour le coup, quand on parle de leader advocacy, pour moi c'est un modèle, cette femme, parce qu'elle a construit un empire B2B, B2C. Elle est et avec, alors elle, c'était Instagram, son réseau de prédilection, hein, mais elle prend aussi la parole sur LinkedIn, et elle a maintenant une newsletter personnelle maintenant qu'elle a quitté, qu'elle a vendu Chanty Biscuit. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un à suivre. Et elle fait partie de la pléthore. J'en suis à 156 femmes de la semaine sur ma newsletter Le Comment du Pourquoi, où je mets en avant chaque semaine une femme à suivre sur les réseaux, en mettant son réseau de prédilection, que ce soit Instagram ou LinkedIn. Et alors la dernière qu'il faut absolument suivre, c'est Céline Beckrich, aussi bien sur Instagram que sur LinkedIn, parce que cette femme maîtrise les réseaux sociaux et nous apprend des choses sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram. Moi, je l'ai dit, c'est pas mon réseau de prédilection, mais le peu que j'ai fait, c'est grâce à elle. D'accord. Alors, tu as parlé de ta newsletter, on n'a pas du tout parlé, c'est peut-être l'occasion d'échanger. Pour toi, donc, c'est une newsletter qui est uniquement par mail. Est-ce que c'est aussi des éléments qui sont liés sur LinkedIn? Comment elle est organisée, cette newsletter, justement? Alors moi, j'ai fait le choix d'avoir une newsletter complètement dissociée des réseaux sociaux. D'accord. Donc c'est sur une base mail, les gens s'abonnent pour avoir cet espace d'indépendance en fait par rapport aux réseaux sociaux, hein. On a vu récemment des gens perdre complètement leur compte LinkedIn. Enfin, il y a beaucoup de piratage en ce moment, hein, beaucoup de hacks. Alors moi, je suis trop petite, donc pour l'instant personne vient me hacker, mais on a vu Maud Alavès par exemple, hein, qui écrit sur le personal branding aussi, perdre son compte. Elle a réussi à le récupérer, mais elle a perdu son compte pendant une dizaine de jours. Donc oui, j'essaye de bien siloter en fait tout ça de façon à ne pas être trop embêtée. Donc ma newsletter n'est pas sur LinkedIn, et j'en parle une fois par semaine. C'est dans mon rubricage le samedi. D'accord. Je parle de ma newsletter. En fait, je parle de newsletter en général. Je donne des conseils sur les newsletters, et je finis évidemment avec un call to action pour s'abonner à la mienne. Ok, merci en tout cas de cette précision. Alors, bien évidemment, les personnes que tu as citées, ils seront dans la note de l'émission. Vous en avez certains, comme tu le disais gentiment, qu'on a déjà interviewé. On verra peut-être pour interviewer les suivantes. En tout cas, merci mille fois Laura de ces échanges et de ta participation au podcast Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à partager ce podcast à un ou une amie en mettant aussi, si vous voulez, une note sur les plateformes de streaming, parce que vous savez que ça a de l'importance pour que les personnes puissent découvrir très simplement nos podcasts. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours pour encore une belle rencontre autour de la Leader Advocacy. Merci Laura, et puis à bientôt. Merci Patrice. Merci, au revoir.